Alors, du coup, pour commencer, je vais parler un petit peu des différents outils du SOC. Avant ça, je vais faire une petite définition du SOC, histoire que tout le monde soit à la même page. Donc un SOC, hein, c'est Security Operations Center. Dans une entreprise, ça désigne une division qui assure la sécurité opérationnelle de l'organisation, tout simplement. Et donc en fait, il peut y avoir diverses tailles de SOC, avec pour les grandes organisations jusqu'à 50 ou même 100 personnes. Et pour les plus petites entreprises, donc deux ou trois personnes, ou même une seule personne peut remplir le rôle du SOC. Donc après, le SOC, ça peut être divisé ou spécialisé dans diverses activités. Il y a toute la détection, le monitoring, l'analyse des incidents de sécurité. Mais il y a aussi typiquement de la veille ou de la gestion en vulnérabilité. Des fois, c'est des SOC qui font ça, des fois, c'est des unités un peu isolées. Il y a toute la partie aussi réponse à incident. Donc, dans les grandes entreprises, c'est souvent des entités qui s'appellent CERT ou CSIRT qui réalisent ça. Dans les plus petites entreprises, c'est le SOC qui fait office un peu de toutes ces activités-là. Donc, mais globalement, hein, l'objectif du SOC, c'est de détecter, d'analyser et d'intervenir en cas d'incident de sécurité informatique. Et pour ça, donc, je vais repasser un petit peu sur les différents outils dont le SOC dispose. Donc, à l'origine, en fait, hein, pour détecter des incidents de sécurité ou pour détecter des activités malveillantes, la première source d'information du SI et de l'infrastructure de l'entreprise, c'est vraiment au niveau des logs. Donc, au début, en fait, on avait un stockage des logs décentralisé avec une certaine logging policy qui est mis en place sur les systèmes propres et un stockage à court terme sur chacun des différents systèmes. Euh, Ensuite, on a commencé à faire des puits de log justement pour le SOC, pour qu'il ait des outils euh, et qui permettent du coup une collecte de ces différents logs de manière centralisée, un stockage un peu plus long terme et du coup, avec cette normalisation des logs, une analyse et une recherche et puis des rapports, voilà. Petit à petit, on a voulu rajouter en fait une couche de sécurité. Et du coup, dans le début des années 2000, il y a des solutions qui ont commencé à apparaître, qui s'appellent les SIEM en fait, tout simplement, et qui permettent de rajouter de l'intelligence sur ce puits de log, d'agréger en fait les logs entre eux, de corréler, d'établir des règles qui permettent de détecter des activités malicieuses. Et puis, donc tout ça avec une certaine intelligence, certaines listes et un esprit outil de ticketing, alerting, etc. Et donc, depuis les années 2000, qu'est-ce qui s'est passé et vers où est-ce qu'on va demain? Donc, pour voir un petit peu comment ça se développe, on va voir ensemble deux use cases. D'abord, comment on répondait à ces use cases et ces scénarios d'attaque avec un SIEM, et ensuite, récemment, comment de nouveaux outils peuvent répondre aussi à ces scénarios d'attaque et ces use cases. Donc d'abord avec un SIEM. Donc typiquement, les deux scénarios d'attaque que j'ai choisis, hein, c'est des scénarios assez simples, que tout le monde comprend et connaît. Donc sur la thématique authentification, identité, on a le brute force ou le password spraying par exemple. Et sur la thématique un peu réseau, attaque sur le réseau, on a typiquement donc, les scans d'IP, scans de port et les communications vers des command and control ou des sources malicieuses. Donc, ce qu'on fait avec un SIEM, hein, globalement, c'est qu'on récolte les différents logs des différentes infrastructures. Ensuite, on les normalise, on extrait certains champs. Donc ici, on peut voir, hein, j'ai pris deux exemples de logs un peu. Donc ça, c'est un log Windows où on voit qu'un utilisateur a pas réussi à s'authentifier. Et ici, on a un log firewall, firewall deny. Et une fois qu'on a ces logs et qu'on les a traités, eh bien justement, on écrit ces règles de corrélation, on les définit. Est-ce qu'on dit que c'est sans échec en une minute pour détecter un brute force? Est-ce qu'on dit que c'est 10 échecs depuis une même source IP et plusieurs destinations pour un password spraying? De la même manière pour un scan. Euh, Il y a, voilà, on peut dire que c'est 200 IP scannés sur un même port. Depuis, avec les log firewall, on peut voir tout ça. Et en fait, donc toute cette action et tout ce travail est faite par le SOC, par les analystes du SOC. Donc c'est eux qui doivent collecter les différents logs, les normaliser.
réfléchir aux différents use cases et différents scénarios de surveillance, et essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment un challenge pour les différents SOC, et il y a besoin de nombreuses ressources, de nombreuses personnes expérimentées pour pouvoir réaliser cette surveillance. En plus de ça, un SIEM, ben, ça ne fait qu'informer, en fait. Avec les informations qu'il y a là, hop, ça génère une alerte, ça dit attention, ici il y a quelque chose de louche, en fonction des différentes règles qu'on a mis en place. Également, donc peut-être vous l'avez compris, mais ça ne montre que ce qu'on a configuré euh, pour nous montrer. C'est-à-dire que si on a configuré 3 règles pour du brute force et qu'il y a un brute force qui est fait d'une autre manière, on ne le verra pas forcément. Donc ça, c'était comment on faisait avec un SIEM, ou comment on fait toujours avec un SIEM dans les différents SOC. Maintenant, on part d'une toute nouvelle manière de faire avec des nouveaux outils qui ont commencé à émerger récemment. Ces outils, en fait, sont faits par des différents constructeurs et répondent au même use case, donc veulent surveiller et veulent détecter les mêmes attaques informatiques. Donc typiquement, pour détecter des attaques sur l'identité, donc du brute force, etc. Aujourd'hui, on a des outils comme UBA ou des outils de protection de l'identité. Donc UBA, c'est User Behavioral Analysis ou analytique, euh, ou des EDR ou des antivirus next-gen qui ont cette détection et cette expertise dans la solution intégrée. Donc ça permet de répondre à ce use case-là. De la même manière, côté réseau, on a maintenant, en dehors du SIEM, donc sur des outils particuliers de type NDR ou NTA. Donc NDR, c'est Network Detection and Response, et NTA, c'est Network Traffic Analysis. Donc c'est des outils typiquement qui sont faits pour détecter ce genre d'attaque. On n'est plus dans l'optique de récupérer les logs, mais vraiment plutôt d'installer ces outils et de laisser ces outils sortir les différentes alertes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici comme shift? C'est qu'on passe d'un savoir et d'un rôle qui est vraiment au niveau analyste, où les analystes doivent eux-mêmes faire les règles de surveillance, à vraiment des outils qui sont construits et dont la détection a été faite par le constructeur, expert en sécurité, et donc qui va apporter en fait une détection beaucoup plus exhaustive que dans des SIEM ou dans des SOC faits, disons, à l'ancienne. Il y a un gros avantage aussi, c'est que là où le SIEM ne fait pas la remédiation, on a toute une action automatique et immédiate qui est apportée par des outils comme le DR, le NDR, etc., qui vont automatiquement répondre, bloquer tel IP, bloquer tel compte, en fonction de la détection qui a été mise en place. Donc on a vraiment ce shift qui, petit à petit, avec ces nouveaux outils, où on passe d'une logique où on récupère des logs à une logique où on installe des outils et on regarde des alertes. Donc c'est bien, mais en fait, tout ça, ça apporte de nouvelles problématiques où on a d'un côté ce SIEM, d'un côté ces nouveaux outils. Comment est-ce qu'on fait pour allier les deux? Ben, déjà pour les SOC un peu anciens, avec déjà un SIEM, les gens restent très SIEM centrés. Ils ont du mal à voilà, se dire qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, est-ce qu'on prend les logs générés par ces outils? Ou alors et on les met dans le SIEM et on refait des règles de détection avec? Ou alors est-ce qu'on prend les alertes de ces outils, on le met dans le SIEM et le SIEM alors ne sert que de passe-plat? Il y a toute une logique ou une réflexion qu'il faut mettre en place pour intégrer ces outils en plus du SIEM qu'on a déjà. Du coup, bah, également, il y a beaucoup d'outils qui commencent à voir le jour. Ça fait de nombreuses sources d'alerte différentes. Euh, on manque de contexte global, puisqu'en fait, bah, chaque outil a son propre contexte. Chaque outil va avoir sa définition client, ses whitelists, ses backlists, etc. Et puis, bah, les analystes, pour travailler, ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir un seul outil centralisé pour pouvoir collaborer, pour avoir du reporting, typiquement faire un peu du ticketing. Et donc, pour répondre à ces nouveaux problématiques, comment est-ce que les différents outils s'orientent? Donc, comme je dis aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ces différents outils, un SIEM ou pas, et ça, je vais y revenir, et du coup, un SOAR ou un XDR
qui vont permettre en fait disons, mettre un peu de glue avec tous ces outils et permettre au SOC de mieux travailler. Donc, je vais détailler un petit peu plus ce que les SOAR ou XDR peuvent faire. Aujourd'hui, donc, SOAR, c'est Security Orchestration, Automation and Response. XDR, c'est Extended Detection and Response. Donc, le SOAR, en fait, c'est, si on veut un peu voir la différence entre les deux, le SOAR, il ne fait pas vraiment de la détection. Il est vraiment plus sur de l'aide à de l'automatisation et de la réponse. Il va s'interconnecter aux différents outils et servir de plateforme pour le SOC, de facilitateur. Le XDR, lui, il va aussi servir de facilitateur, mais il y a vraiment cette couche de détection qui est en plus par rapport au SOAR. Souvent, en fait, un XDR est collé à un EDR ou un NDR, mais pas toujours. Enfin, voilà. Donc, les différents avantages de ces produits, en fait, c'est qu'encore une fois, ils vont centraliser les différents outils et solutions de sécurité. Ils vont du coup contextualiser le contexte des clients avec un enrichissement qui va pouvoir être fait sur les différents IOC avec de la CTI. CTI, hein, c'est Threat Intelligence. Ces outils, en fait, ils sont designés pour être ouverts, ils sont faits pour communiquer avec les différents outils de sécurité via des API, ils sont faits pour avoir des scripts, etc. Il y a vraiment une notion aussi de playbook ou de procédure. Dans un ancien SOC, en fait, les analystes, ils se reposent sur des procédures des fiches réflexes ou des procédures de réaction, de réponse en fonction des différents incidents. Eh bien, ces outils ne vont pas écarter ces procédures et vont vraiment les prendre dans leur cœur. Et du coup, en fait, c'est vraiment une aide aussi pour les analystes qui vont tout de suite savoir quoi faire quand l'alerte va arriver. Et parmi ces procédures, ces outils vont pouvoir les automatiser, donc que ce soit automatiser l'enrichissement, l'analyse ou même carrément la remédiation, comme je disais plus tôt. Et comme ces outils centralisent et servent vraiment de point focal pour la sécurité, ben, on va pouvoir générer des KPI et avoir vraiment une vision globale pour l'entreprise de la sécurité opérationnelle. Donc tout ça, c'est vraiment un shift qui se fait entre le SIEM de hier et plein d'outils de sécurité plus les SOAR et XDR. Et ça va permettre en fait aux petites et moyennes entreprises de aussi avoir un SOC, puisqu'avant ils avaient besoin de, disons, plein d'analystes pour pouvoir créer ces règles de surveillance, maintenir le SIEM, etc. Mais aujourd'hui, ils peuvent se reposer sur différents outils de sécurité qui répondent à leur use case et des outils d'aide, disons, et d'orchestration comme le SOAR et le XDR. Ça me permet aussi de faire une petite transition. C'est en fait sur cette logique et cette dynamique que Nomios se place également, donc pour commencer à construire une offre SOC. Donc l'offre SOC Nomios va reposer sur 3 piliers. Donc premier pilier, les 2 premiers piliers, donc expertise et automation. Donc comme j'ai dit, en fait, il y a avant les anciens SOC nécessitaient de nombreux analystes, notamment donc des analystes expérimentés, qu'on dit L2, niveau 2 ou niveau 3, mais aussi beaucoup d'analystes niveau 1 qui traitent en fait tous les incidents de sécurité qui sont procédurés, sont simples, etc. Et bien grâce à ces outils, tout ce travail d'analyste niveau 1, il va pouvoir être automatisé. Et du coup, on va pouvoir garder seulement l'expertise nécessaire et construire un centre d'expertise qui, au lieu de se concentrer sur des tâches potentiellement répétitives, va se concentrer pour faire de la vraie sécurité à grande valeur ajoutée. Et ensuite, donc, contextualiser sur mesure, le SOC Nomios, en fait, à chaque onboarding de client, on va se reposer sur une méthodologie d'analyse de risque en fait, du client en question, basé sur un framework qui est le framework MITRE-ATT&CK. Donc le framework MITRE-ATT&CK énonce différentes attaques. Et donc nous, grâce à notre analyse de risque, on va pouvoir dire, ben voilà, sur cette attaque-là, on peut te couvrir avec ce use case-là, puisque ça te concerne. Et avancer comme ça, vraiment être transparent avec le client sur ce qu'on couvre et sur les attaques sur lesquelles il est le plus vulnérable, et avancer petit à petit. Et sur mesure, puisque
grâce à ces différents outils, en fait, les grandes entreprises comme les petites peuvent avoir accès à ce service SOC. Donc voilà, donc j'ai fini pour ma partie les différents outils du SOC. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis bah, je vais laisser la main à Yvan pour continuer pour la Je vais, suite. je vais te donner la main, Yvan. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin. Et Yvan, tu as normalement la main maintenant. Parfait. Merci beaucoup Pierre pour cette très bonne introduction qui me permet parfaitement de me lancer maintenant. Donc je vais partager mon écran. Donc on va voir ensemble maintenant justement comment Cisco peut aider ses clients et également ses partenaires à répondre à ces problématiques, à quelque part récupérer quelque part la visibilité et le contrôle de ce qui se passe dans leur environnement et également, comme l'a dit justement, pouvoir répondre le plus rapidement à des menaces ou des incidents de sécurité dans son environnement. Comme on dit toujours, le plus grand ennemi d'un analyse de sécurité, c'est le temps. Tout simplement parce que plus il va prendre de temps à répondre, à comprendre une menace, plus simplement, plus il va laisser de temps à l'attaquant et à la menace de faire son travail méchant dans l'environnement. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, mais effectivement, comme vous le savez, notre SI devient de plus en plus complexe. Les menaces évoluent en permanence, donc on est en permanence en train de faire évoluer les solutions de sécurité, de rajouter des couches. Je vous ai mis un exemple ici du portfolio Cisco. Je pense par exemple, comme vous le savez, que Cisco, on a sûrement un des plus larges portfolios pour couvrir aussi bien tout ce qui est menace au niveau applicatif, utilisateur, réseau, toutes ces choses-là. Mais je pense que vous allez retrouver à peu près les composants que vous avez dans votre environnement. Tout ceci devient bien sûr complexe à gérer, complexe à comprendre ce qui se passe dans l'environnement et encore plus quand il est nécessaire d'y répondre. D'où la réflexion de Cisco de développer et de mettre à disposition de ses clients la plateforme que l'on appelle Securix. Securix est une plateforme, comme il a été dit justement avant, qui va permettre d'intégrer différentes solutions, que ce soit des solutions de sécurité ou des solutions tiers, mais également des solutions autres que des solutions de sécurité. Je peux par exemple citer des solutions réseau, des solutions de collaboration, de gestion de tickets et de les intégrer dans cette plateforme en utilisant majoritairement des API. On partait tout à l'heure d'un puits de log qui nécessite la collecte d'informations. Les informations sont sur les équipements. Donc, plutôt que de les collecter, de les stocker quelque part avec potentiellement du filtrage sur ce que l'on va stocker, autant utiliser directement les méthodes de communication, les intégrations via API pour requêter l'information lorsque l'on a besoin et pouvoir aussi agir de manière centralisée depuis cette plateforme sur mes différentes solutions et les composants de mon SI. Donc, cette plateforme qui est hébergée dans le cloud a été créée de manière effectivement intégrée, mais également ouverte et évolutive. Évolutive, tout simplement parce que, comme il a été justement montré, la gestion de la sécurité évolue. Il y a quelques années, on avait besoin d'un SIEM. Aujourd'hui, on a besoin d'un XDR, d'un SOR. Peut-être que dans un an, autre chose va arriver et la complexité sera, encore une fois, de l'intégrer dans mon environnement. Donc, autant partir directement sur une plateforme où, une fois que l'intégration est faite avec ces différentes solutions, il est très facile de rajouter dessus différents services et de les faire évoluer au fur et à mesure des besoins de nos clients et de nos partenaires. Alors, je le précise tout de suite, nous ne sommes pas en train de parler d'une solution où, si je peux parler ainsi, où vous allez devoir mettre la main au portefeuille et puis envoyer une commande à Nomios, etc. Non, on est parti du principe chez Cisco que l'on ne peut pas sacrifier à la qualité de sa sécurité et donc c'est une solution que l'on met à disposition de tous nos clients Cisco Sécurité à partir du moment où vous avez
le plus petit équipement Cisco Sécurité, vous avez accès à cette plateforme de manière totalement gratuite, entre guillemets, étant donné qu'il a quand même fallu acheter un produit de sécurité Cisco. Mais si ça se trouve, beaucoup d'entre vous ont accès à cette plateforme sans le savoir aujourd'hui. Donc, cette plateforme, vous l'avez compris, elle est vraiment là pour les 3 axes qui sont cités ici. Simplifier l'intégration et la communication entre vos solutions dans un but, augmenter et récupérer de la visibilité sur ce qui se passe dans votre environnement et optimiser votre efficacité en accélérant et en automatisant vos opérations d'investigation, de réponse à incidents, où on va le voir, on peut même aller beaucoup plus large que simplement des problématiques purement sécurité. Alors, dans cette solution Securix, actuellement, mais vous l'avez compris, eh bien, c'est une solution évolutive où d'autres services vont être ajoutés au fur et à mesure. On va retrouver 4 ou 5 fonctions principales. Donc, l'intégration, bien sûr, on va en parler après, tout ce qui est single sign-on pour simplifier, eh bien, l'utilisation de nos solutions par nos clients, mais 3 fonctions principales qui vont être des tableaux de bord temps réel de métriques permettant à chaque utilisateur d'avoir directement accès à ce qui l'intéresse et savoir directement si quelque chose est en train de se passer dans l'environnement. Un outil d'investigation de type XDR qui va permettre, qui s'appelle Threat Response, qui est un petit peu le cœur de la solution, de réaliser des enrichissements, récupérer du contexte sur n'importe quel type d'observable et également d'y répondre. Et également un côté orchestration où vous allez disposer d'un orchestrateur complet qui va vous permettre soit d'utiliser des workflows d'automatisation prédéfinis ou bien créer de manière très simplement, sans avoir besoin d'être un développeur, les workflows d'automatisation qui répondraient à vos besoins, que ce soit pour de l'analyse, de la réponse ou n'importe quelle tâche répétitive que vous auriez à faire. Alors, très rapidement, la visibilité unifiée, comme je vous en ai parlé, au travers de tableaux de bord centraux qui sont alimentés en temps réel. C'est la beauté des API, pas besoin de se baser sur de la colloque de log a posteriori ou autre. On aura directement accès à l'information au moment où elle est générée. Des capacités d'investigation qui, au lieu de vous obliger, quand vous avez un événement de sécurité, de passer sur de multiples consoles, de faire la corrélation entre les événements vous-même, et pareil, quand vous devez répondre, prendre du temps pour apporter la bonne réponse sur le bon équipement, tout ceci va pouvoir être fait de manière centralisée. Et l'orchestrateur qui va vous permettre de réduire votre temps de réaction en automatisant une grande partie des activités que vous auriez à faire. Je le précise tout de suite, je ne suis pas en train de dire que tout peut être totalement automatisé, mais le but d'un orchestrateur est de simplifier le travail d'un analyste pour lui fournir quelque part des informations de valeur sur lesquelles il n'a juste à prendre une décision ou approuver une action. Alors, comme vous l'avez compris et comme il a été dit justement, voilà, on se rapproche très intimement des capacités de SOAR XDR qui ont été mentionnées avant, mais on a essayé quand même de simplifier tout ça en retirant les contraintes typiques d'un SOAR ou un XDR, telles que la collecte de log, la capacité, la nécessité d'avoir de l'expertise, de savoir coder, etc. Tout ceci va être inclus et simplifié pour vous. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de chacun de ces 3 composants. Le premier, bien sûr, étant, comme je vous l'avais dit, la capacité, en un endroit unique, d'avoir un tableau de bord temps réel dans lequel je vais retrouver les métriques qui m'intéressent. Chaque utilisateur a la possibilité, en quelques clics, de créer son propre tableau de bord avec les informations qui l'intéressent et après, bien sûr, des capacités de drill down vers la solution concernée si on nécessite des informations supplémentaires. Avec ce tableau de bord vient également ce que j'appelle moi le compagnon Securix. C'est un petit peu mon compagnon qui me suit partout
dans mes environnements, que je sois dans un environnement Cisco, que je sois dans n'importe quelle page web, je vais avoir toujours ce compagnon avec moi qui va me permettre de centraliser et de synchroniser aussi bien mes incidents, de lancer des réponses prédéfinies ou des scénarios d'orchestration, d'avoir de l'information sur n'importe quel type d'observable, de gérer mes blocs-notes, toutes ces choses-là au travers d'un ruban synchronisé. Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est pour accélérer, simplifier l'analyse et la réponse, tout simplement parce que ce ruban est disponible de n'importe quelle solution de sécurité Cisco, mais vous verrez, il existe également un module pour les navigateurs qui me permet d'avoir accès à ce ruban, de lancer des actions depuis n'importe quelle page web où je peux me situer. Donc, c'est notre première partie, c'est un petit peu ce que j'appelle la partie visible de l'iceberg Securix, et je vais vous montrer ça de suite. Donc concrètement, aujourd'hui, nos utilisateurs qui ont des solutions de sécurité Cisco, au lieu de se connecter sur les différentes interfaces, ont maintenant une interface unique où ils se connectent, qui est l'interface Securix. Et dans cette interface, en quelques clics, je vais pouvoir ajouter différents modules qui sont préconfigurés. Mais rappelez-vous, le système est assez ouvert pour pouvoir rapidement, avec un effort limité, rajouter dedans des solutions qui ne seraient pas directement préintégrées. Donc bien sûr, on va retrouver toutes les solutions Cisco, que ce soit les plateformes mail, les solutions endpoint ou autres, mais également, comme vous le voyez, tout un tas de solutions tiers, que ce soit des solutions de sécurité ou également des sources de threat intelligence. Tous ces modules vont être utilisés par Securix pour communiquer avec ces solutions, pour enrichir l'information, donner des ordres, récupérer des métriques directement en utilisant les API. Pour vous montrer que c'est relativement simple à faire, que ce n'est pas une usine à gaz, si par exemple demain, je veux ajouter un module, alors je ne peux pas le faire ici, malheureusement c'est un environnement de démo, j'ai juste à l'ajouter, rentrer dedans la clé API quand c'est une solution cloud et directement mon intégration est faite et vous voyez qu'on a tout un certain nombre de modules qu'on va pouvoir mettre. Une fois que ceci est créé, tout simplement, la première chose, c'est cette capacité à me créer des tableaux de bord personnalisés. Chaque utilisateur pourra créer autant de tableaux de bord qu'il le veut, avec les composants qu'il désire, au travers des modules qu'il va avoir configurés. Donc, ceci me permet une vue rapide, comme vous le voyez là, sur ce qui se passe sur mon endpoint. Directement, je peux voir voilà, des points que je dois rapidement aller voir. Et rappelez-vous, c'est des informations complètes, étant donné qu'on ne se base pas sur des logs que j'aurais collectés avec possiblement du filtrage, étant donné que ça a un coût de stockage. Ici, j'ai accès à l'information complète et dès qu'elle a été générée sur l'équipement grâce aux API. Avec bien sûr des capacités, comme je l'ai dit, de drill down si je veux plus d'informations. Donc voilà pour la partie dashboard et vous voyez ici mon fameux ruban dans lequel je vais retrouver aussi bien ce que l'on appelle des casebooks. Ce sont quelque part mes blocs-notes numériques quand je suis en train de travailler sur quelque chose. Je vois tiens, une IP sur mon firewall, je vois une adresse email dans un mail, etc. Je vais pouvoir créer ces casebooks. On va également avoir une centralisation des incidents, comme vous le voyez ici. Directement, depuis cette console, j'ai accès ici, par exemple, à des incidents qui sont remontés par mon Next Generation Firewall, donc pas besoin d'aller sur les consoles, et différentes fonctions liées à d'autres solutions. Ce ruban, comme je l'ai dit, est dans n'importe quelle des interfaces Cisco, mais également disponible si je suis en dehors de l'interface Cisco. Vous allez retrouver ici mon ruban, comme vous le voyez là, avec mes casebooks, mes incidents, tout est synchronisé. Et ce ruban amène également ce qu'on appelle un menu contextuel que je vais pouvoir utiliser sur n'importe quel lien, sur n'importe quel observable. Imaginons que je veux prendre une action sur cette URL. Je vais avoir directement mon petit module Securix ici et je peux directement prendre des actions grâce à mon menu contextuel, soit lancer des opérations qui sont pré-packagées par des modules ou même des workflows d'orchestration que j'aurais mis en place. Donc, imaginez, vous êtes un SOC, vous êtes de coup d'astreinte,
eh bien, vous n'avez pas passé toute votre soirée d'astreinte à regarder la console. Vous pouvez même regarder un film, vos alertes vont arriver, vous pouvez prendre eh bien, l'action directement depuis ici. C'est assez magique. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, comme je l'ai dit, eh bien, dans Securix, on va retrouver eh bien, le module Securix Threat Response, que peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que c'est un module qu'on a sorti il y a quelque temps avant eh bien, qu'il soit intégré dans Securix, et qui va me permettre eh bien, de enrichir n'importe quel observable que je vais voir, que ce soit une IP, une URL, une adresse email, un hash, un domaine, pour eh bien, demander à Securix, donne-moi toutes les informations dont j'ai besoin à propos de cet observable. Est-ce qu'il est malicieux ou pas? Et pourquoi il est malicieux? Donc cela en ayant enrichir avec tous mes modules de Threat Intelligence. On va avoir bien sûr Talos, mais on peut mettre l'IBM X-Force, le virus Total, et puis Void. Toutes ces Threat Intelligence vont enrichir cette information avec des verdicts, avec de la Threat Intelligence, mais également il va aller consulter tous mes modules internes pour aller consulter le contexte local, savoir ce qui a été vu dans mon environnement par rapport à cet observable, le lien. Si je requête une IP, eh bien, quel est le fichier sur le endpoint qui fait cette connexion réseau? Pourquoi ce fichier sur endpoint? Donc, il va aller consulter tout mon environnement et donc enrichir cette information pour me représenter avec la corrélation entre les informations, ce qui a été fait et vu dans mon environnement. Et à partir d'ici, je vais pouvoir prendre des actions immédiates sans avoir à aller sur les consoles. Si je veux isoler un endpoint, si je veux bloquer un domaine, bloquer un IP, bloquer un hash, ou lancer même, comme je l'ai dit, un workflow d'orchestration que j'aurais prédéfini. Si je veux qu'automatiquement, eh bien, quand mon alerte firewall, je l'ai vu qu'automatiquement, eh bien, un ticket soit ouvert dans mon ticketing system, que je sois notifié dans mon WebEx-Team qu'on utilise maintenant et que ça fasse tout un enrichissement, tout ceci va pouvoir être mis en place. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, c'est un outil qui va permettre d'enrichir et de répondre à n'importe quelle menace que je vais voir dans mon environnement en un seul clic, en ayant enrichi l'information avec de l'intelligence et du contexte local et en fournissant des actions de réponse prépackagées pour pouvoir répondre le plus rapidement à cette menace. Et je vais pouvoir faire ça sur n'importe quel type d'observable. Et voilà, en quelques minutes, en gros, le but de ça, c'est toujours le même, c'est d'accélérer votre compréhension, votre investigation et votre réponse à incident. Donc, prenons un exemple ensemble, si vous le voulez bien, en retournant sur ma console Securix. Hop, ici, voilà. Donc, je vais partir tout simplement d'un incident qui a été remonté dans mon événement. Vous voyez ici, j'ai un événement qui vient de mon NG Firewall en disant eh bien, qu'il y a une connexion vers une URL qui est connue comme suspecte. Donc, si je suis un analyste, comme il a été dit avant, eh bien, ancienne génération, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rechercher dans mon SIEM si j'ai des informations sur cette URL, passer dans mes différentes consoles pour essayer de trouver la machine, quel est son rôle, essayer de trouver sur la machine quel est le process qui fait cette connexion réseau, pourquoi, est-ce que c'est malicieux et comment ça se fait que ce process fait cette connexion réseau. Tout ceci va me prendre beaucoup de temps. Ici, la seule chose que j'ai à faire, eh bien, c'est de demander de lancer l'enrichissement Threat Response sur les observables qui sont dans mon incident. Donc, je vais investiguer cet incident. Je vais prendre, par exemple, eh bien, l'URL, les deux IP, et automatiquement, je vais faire investiguer. À ce moment-là, eh bien, le module Threat Response rentre en action. Ça va être fait en quelques secondes. Vous le voyez en haut, il est en train de lancer tous mes modules d'enrichissement sur les observables de mon environnement. Donc, on va le laisser finir un petit peu. Hop, ça devrait être assez rapide. Tandis que là, vous imaginez, c'est des requêtes API là, qui sont faites directement vers mes différentes solutions. Donc, on va voir, une fois que ça va être fini, voilà, il est encore en cours de terminer. Donc, vous voyez, il y a un premier enrichissement. On va directement avoir, eh bien, cette alerte concerne 3 endpoints dans mon environnement.
On va avoir ici les différents modules, vous voyez, qui ont répondu à mon enrichissement, donc que ce soit mon EDR endpoint, que ce soit mon NG Firewall, ma sonde réseau, j'aurais pu avoir mon email, etc. Et bien sûr, vous avez des codes couleurs qui vous permettent directement de savoir, grâce à l'intelligence, si c'est quelque chose de suspect, de malicieux, de clean, d'inconnu. D'ailleurs, ces informations, vous allez les retrouver un petit peu plus bas, où on va avoir ici différents, vous voyez, jugements qui me sont amenés. Donc là, excusez-moi, ce sont un scénario de démonstration, donc bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont connues par d'autres threat intelligence, mais j'aurais très bien pu avoir Virus Total, d'autres threat intelligence qui me ramènent des jugements, ce qui va me permettre de calculer un verdict, et je vais, dans certains cas, même avoir des indicateurs pour me dire, par exemple ici, il est connu par la Threat Intelligence d'AbusSH. Nous avons notre NG Firewall qui effectivement a vu cette connexion, et ainsi de suite. Donc tout ça me permet rapidement, de confirmer si quelque chose est malicieux, de savoir pourquoi il est malicieux, mais également de savoir où ceci a été vu dans mon environnement. Donc ici, on a bien nos 3 cibles qui sont là, qui communiquent vers Drinkfood, qui est hébergé sur cette adresse IP. J'ai également une autre machine ici qui communique vers une directe IP. Et ici, grâce à l'enrichissement de mon EDR, j'ai même identifié le fichier dans mon environnement qui fait des connexions vers cette IP. De là, je peux prendre des actions où je peux continuer très rapidement mon investigation. Ah, il y a un hash qui communique vers cette IP? Tout simplement, ajoutons-le à notre investigation. Et à ce moment-là, mon investigation va repartir avec beaucoup plus, cette fois, d'observables. Alors, je pense que je l'ai fait, voilà, add to current investigation, excusez-moi, et non pas investigating threat response qui lance une autre investigation. Donc, il va repartir d'où il est et il va compléter mon investigation avec ce hash supplémentaire pour encore plus me rapporter du contexte et de la compréhension. Et très rapidement, on va pouvoir se rendre compte, je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai déjà maintenant l'information que ce hash est dans tel répertoire, dans le répertoire download de l'utilisateur admin, qu'il s'appelle Meteor Bonus, mais également, je sais maintenant comment il est rentré dans mon environnement, tout simplement parce que j'ai consulté aussi ma solution email. J'ai directement l'information que ce mail a été envoyé, au travers d'un message qui s'appelle Meteor Bonus depuis un domaine Internet Bad Guy vers tel email ici. Et donc, j'ai directement toute l'information dont j'ai besoin. Et si je veux pouvoir faire une remédiation rapide ici, j'ai aussi tout ce dont j'ai besoin. Ah, ça a été envoyé par mail? Utilisons tout simplement mon module email pour retirer le mail de la boîte mail de l'utilisateur, pour éviter justement qu'il ne le récupère. Je peux même le forwarder à quelqu'un d'autre. Ça vient d'un domaine Internet Bad Guy. Moi, ce domaine, je ne veux pas le voir dans mon environnement. Donc, de la même manière, grâce à mon module de ma solution web, je vais pouvoir bloquer ce domaine. La machine ici qui est compromise avec un malware, je vais pouvoir l'isoler. Et ce fichier qui est inconnu, je vais pouvoir directement le bloquer dans mon environnement. Donc, vous voyez, tout ceci accélère de manière drastique ma capacité d'investigation et de compréhension de ce qui se passe dans mon environnement, mais également de réponse. Et j'aurais pu également, bien sûr, lancer des actions personnalisées qui viennent avec l'orchestrateur. Par exemple, cette URL que j'ai vue ici, je veux savoir un peu plus, automatiquement, je vais pouvoir, au travers d'un de mes scénarios, dire, hop, summer cette URL dans ma sandbox. Et puis, poste-moi un message dans mon outil de collaboration pour me donner le résultat, par exemple. Donc, beaucoup de choses vont pouvoir être faites. Donc, vous avez vu, on a déjà clairement accéléré et simplifié notre réponse en compréhension de l'incident et également notre réponse à cet incident. Maintenant, j'aurais pu encore aller plus vite
et j'aurais pu encore me simplifier moins mon travail, avoir moins d'actions à faire et n'avoir par exemple que l'information, recevoir telle et telle machine sont compromis par un hash, voulez-vous les isoler et que toute cette investigation soit faite par elle-même. Tout ceci grâce justement à la dernière section dont je vais parler de SecureX, qui est l'orchestrateur. Vous avez à disposition, et comme je le répète, j'insiste dessus, mais sans coût additionnel, un orchestrateur complet qui va vous permettre d'automatiser la quasi-totalité des tâches que vous avez à faire suite à un événement de sécurité, où j'ai même tendance, moi, souvent à dire n'importe quelle tâche que, j'ai pu définir un process et que je veux que le système réalise ces actions pour moi pour me libérer du temps. On revient à ce qu'on disait au départ, hein. On n'est pas tous des SOC de 200 personnes en 24/24, 7 jours sur 7. Si je peux réduire mes ressources nécessaires pour les investigations au travers de l'automatisation, simplifier la communication, l'intégration et la réponse, c'est tout bénéfice pour moi. Et même dans des SOC de plus grande taille, c'est la même manière. Les ressources humaines sont précieuses. Si on peut les utiliser à autre chose que des tâches répétitives, c'est également tout bénéfice. Donc, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un développeur pour faire un scénario d'orchestration. Je n'en suis pas un, je vous le dis tout de suite. À la limite, je sais récupérer un script Python sur Internet et puis le customiser un petit peu, mais je ne suis pas du tout un développeur. L'orchestrateur, je peux déjà aller très très loin avec. Alors bien sûr, après, plus on a de compétences développement, plus on pourra aller loin, mais la majorité des choses sont faites avec des actions préconfigurées, un système de drag and drop et de création de workflow avec des conditions, des boucles, et chaque action va pouvoir prendre des valeurs en entrée, me donner des résultats qui vont être réutilisés dans une autre action suivante. Et donc, tout cela va me permettre de créer des actions personnalisées et également de réagir plus rapidement dans mon investigation. Donc, quelques exemples ici, par exemple, un des workflows qui est disponible par défaut sans que vous ayez à le configurer dans SecureX, c'est un use case qui est très utilisé par nos clients, c'est la fameuse investigation en cas de phishing ou de spam. Beaucoup d'organisations ont mis ce process en place qui est de dire quand un utilisateur reçoit un mail qu'il trouve suspect, il a une boîte mail à laquelle il peut l'envoyer pour qu'il soit analysé. Donc, avant SecureX, j'avais quelqu'un qui récupérait les mails, regardait ce qu'il y avait dedans, faisait l'analyse, communiquait avec l'utilisateur pour lui dire s'il était malicieux, allait après mettre les règles de blocage. Vous imaginez sur un nombre de mails conséquent que je reçois par jour, le temps que ça prend. Ce workflow va automatiquement superviser la boîte mail. Dès qu'un mail est reçu dans cette boîte, il va envoyer un mail d'acquittement à l'utilisateur pour lui dire « Votre mail est en cours d'analyse », va analyser le header, le corps du mail, extraire les observables, les enrichir avec Threat Response pour avoir la Threat Intelligence, potentiellement le soumettre dans ma sandbox et déterminer automatiquement si le mail est malicieux. Si le mail est malicieux, de la même manière, on va prévenir l'utilisateur que le mail est malicieux, qu'il doit potentiellement ne pas l'ouvrir ou le supprimer, prévenir les équipes d'incident response qu'un mail de spam a été reçu et effectivement, potentiellement aller rajouter des règles de blocage, d'isolation du endpoint, et on peut également rajouter une validation avant. On ne veut pas, par exemple, qu'automatiquement un endpoint soit isolé, mais que toutes ces actions soient faites automatiquement et que s'il y a un endpoint à isoler, envoie-moi un message pour que je valide l'isolation du endpoint et tout ceci va me faire gagner un temps précieux. Donc, vous voyez, il y a énormément de use cases qui peuvent être utilisés. Donc, ici, j'ai mis quelques use cases très orienté sécurité, incident response, threat hunting, mais l'orchestrateur, de la même manière, est tellement ouvert que je peux intégrer dedans aussi bien des équipements cloud que des équipements qui sont on-premise et n'importe quel équipement à partir du moment où j'ai un moyen de communiquer avec lui par une requête HTTP, par un mail, par une requête SSH, par l'ouverture d'un terminal, etc. Je vais pouvoir tout faire. Pour la petite histoire entre nous, moi j'ai un workflow dans mon SecureX qui s'appelle Search Video on YouTube.
qui recherche une vidéo sur YouTube sur un keyword et qui me l'envoie dans WebEx Team. Vous voyez, rien à voir avec de la sécurité, mais pour vous dire à quel point le système est ouvert. Et donc, vous allez pouvoir, dans ces workflows, intégrer aussi bien des solutions de sécurité, des solutions d'infrastructure, de collaboration ou autres. Il y a déjà tout un certain nombre d'adapteurs et d'actions qui sont préconfigurés, mais après, avec des choses génériques, je peux créer mes propres actions si vous voulez attaquer votre machine à café à la maison, par exemple, je schématise, mais tout ceci est également possible. Alors, que je vous montre un petit peu ceci. L'orchestrateur est donc totalement inclus dans Securix. Il est ici et je vais pouvoir importer, ça s'appelle un effet démo. Voilà. Donc, je vais avoir tout un certain nombre de workflows que je vais pouvoir importer parce qu'il y a une grande communauté au travers de Securix qui se crée, des actions, et je vais pouvoir aussi créer moi-même des workflows. Vous voyez, par exemple, mon action que j'avais dans mon petit ruban qui était de soumettre une URL à ma sandbox, eh bien, c'est un workflow qui se crée, comme je l'ai dit, eh bien voilà, avec différentes excusez-moi, je ne suis pas dans le même, bon, il a été modifié, différentes fonctions à l'intérieur. Donc, laissez-moi juste vous montrer, je récupère mon numéro, 17, ici, voilà. Donc, si je prends, par exemple, hop, ici, vous voyez, si je veux créer un workflow, imaginons que je veux être alerté en temps réel quand mon site web n'est pas disponible. Bon, je prends un usage carrément bateau. Eh bien, tout ce que j'ai à faire, eh bien, c'est d'aller sur le côté, de prendre par exemple une requête HTTP, de faire un drill down, de spécifier sur ma requête HTTP, eh bien, quelle est ma cible. Donc, je vais lui spécifier une cible que j'ai créée. Les cibles peuvent être des cibles HTTP, des cibles email, des cibles SSH, GitHub, tout ce que vous voulez. Il y en a un certain nombre. On prend par exemple Talos Ninjas Blog. Et puis après, je vais vouloir lui dire, eh bien, en condition, si jamais, eh bien, la réponse, vous voyez ici, j'ai un petit browser qui me permet d'aller récupérer le résultat de ma requête précédente. Donc, par exemple, eh bien, le status code n'est pas égal à 200. Hop là. Eh bien, tout simplement, fais une autre action. Eh bien, envoie un mail, par exemple. Envoie-moi un email. Et ça se fait aussi simplement que ça, aussi rapidement. Et au lieu d'avoir à faire des actions répétitives qui vont vous prendre 1 heure ou 2 chaque jour, passer 10 minutes, un quart d'heure à créer le workflow d'automatisation. Et après, c'est 2 heures par jour qui sont sauvées pour autre chose. Et c'est à ça que va servir l'orchestration et en plus à créer des actions, multiples actions en un clic. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais soumettre URL dans ma sandbox. Je peux très bien, créer automatiquement un incident dans le ticketing, notifier énormément de choses que je vais vouloir faire. Ces workflows, je peux les lancer à la demande, comme on a vu ici, de n'importe où en utilisant mon menu contextuel. Donc, si je vais par exemple sur un de mes casebooks ici, mon domaine Internet Bad Guy, vous voyez que je peux directement lancer mes orchestrations qui vont prendre peut-être en paramètre mon observable ici ou pas, mais je peux également les programmer pour qu'elles s'exécutent de manière régulière à un horaire fixe, ou je peux également avoir des workflows qui s'exécutent automatiquement en réception d'un événement. J'ai un nouvel événement de type sur mon NG Firewall, comme on l'a fait avant, je peux très bien avoir le workflow qui va réaliser toutes les opérations que j'ai fait ici de manière automatique. Tout simplement parce que Straight Response, c'est aussi une API. Ce que vous avez ici n'est que la manière dont on a choisi de vous présenter le résultat, mais je peux aller requêter Straight Response pour lui dire « enrichis-moi avec de la Threat Intelligence, donne-moi les cibles en interne, et une fois que j'ai les cibles, lancer une autre opération dessus, isoler la machine, bloquer le domaine. » Tout ça va pouvoir être fait de manière totalement automatisée.
Donc, voilà pour ça. Et puis, comme je vous le disais, voilà, là, je vous ai présenté les 3-4 fonctions qui sont incluses dans SecureX. Tout ceci va s'enrichir encore dans le futur. Je vous dévoile un petit peu l'avenir. D'ici quelques semaines, nous allons avoir dans SecureX un tableau d'inventaire des devices de mon environnement qui va me permettre de récupérer des informations de mon MDM, de mon EDR, etc. pour avoir une vue centralisée des différents équipements dans mon environnement, leur état de compliance, de vulnérabilité, d'incidents, etc. Voilà, on va rajouter au fur et à mesure tout un certain nombre de services et tout ça en se basant sur la puissance des API, mais en simplifiant cela. Il y a quelques années, dès qu'on parlait d'API, on pensait tout de suite, il faut être un développeur pour utiliser les API. SecureX, c'est la manière aussi de rendre l'usage des API puissant et simple. Donc, voilà pour ma partie. C'était une introduction. Bien sûr, si vous désirez avoir plus d'informations sur SecureX, si vous êtes déjà client Cisco et que vous voulez qu'on vous assiste pour l'initialisation de votre instance et la prise en main, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter Nomios et moi-même pour qu'on vous assiste là-dedans et que vous puissiez tirer toute la valeur qu'il y a de SecureX. Encore plus, comme je le disais, que c'est sans coût additionnel. Vous l'avez, autant l'utiliser et de manière efficace avec l'aide de Nomios et de Cisco. Voilà, messieurs, je Merci, vous rends Yvan. la Alors, main. oui, voilà, donc moi je vois deux questions, c'est à peu près les mêmes. Évidemment, dans ton environnement de démo, tu as quasiment que des outils Cisco. La réalité chez les clients, c'est qu'ils sont probablement un peu plus hétérogènes. Et donc, est-ce que tu peux les rassurer en expliquant comment, avec un autre Next Generation Firewall, vous êtes interconnectés? Est-ce que c'est natif? Est-ce que c'est grâce à la communauté qu'on trouve un connecteur? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a toutes les intégrations qui sont fournies par Cisco. Donc, effectivement, là, par exemple, vous voyez du Gigamon Straight Insight. Vous avez bien sûr le Microsoft Security Graph, par exemple, pour aller récupérer des informations de Microsoft de l'EDR. Vous voyez le Qualys, le On voit le Radware, DDoS, etc. Radware, etc. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre de ces modules qui sont déjà prédéfinis dans la console et qui sont alimentés par Cisco. Donc, bien sûr, il n'y a pas tout ce qu'il y a sur la planète en termes de solutions, mais Cisco, bien sûr, est en communication constante avec les autres éditeurs. Donc, il y a tout un certain nombre de sécurités de solutions qui sont soit en discussion, soit en développement et qui vont arriver, que vous verrez apparaître. Et bien sûr, par contre, on a fait un système qui est ouvert, qui permet à n'importe qui, au travers de ce qu'on appelle un petit serveur relais, donc une petite application en Python où on a fourni le template, d'avoir un peu à le customiser pour dire, je veux m'intégrer avec telle solution, voici l'API qu'il faut faire. Et par contre, tout le module de dire, je fais de l'enrichissement, de la réponse, tout ça a été prépackagé. Donc, des modules qui sont fournis par Cisco, qui vont s'enrichir au fur et à mesure, des capacités pour vous, si vous voulez mettre les mains un petit peu dedans, ou Nomios en tant que partenaire de service, de faire effectivement un connecteur custom pour vous. Et il y a également la communauté. Vous avez, par exemple, je vous invite à aller, vous tapez dans Google Cisco Sécurité GitHub, vous verrez un petit peu tout ce dont on travaille aussi dessus. Voilà, donc tout ça va s'enrichir. Maintenant, il y a un point qui est important. Les modules que vous voyez ici servent pour les tableaux de bord, servent pour l'enrichissement dans Straight Response. Je veux enrichir avec du contexte local et je veux envoyer une action qui est prépackagée. Maintenant, dans mon orchestrateur, comme vous l'avez vu, je peux questionner Straight Response, vous voyez, pour lui dire, enrichis l'observable et de lui-même aller questionner tous les modules, mais je ne suis pas limité aux modules dans l'orchestrateur. Voilà. Par exemple, moi, j'ai trouvé hier sur le site de Tufin l'adapteur pour l'action dans SecureX Orchestrateur et je peux moi-même les créer. Vous voyez ici, ma requête HTTP, j'aurais très bien pu la faire vers une autre solution qu'un site web. Et une fois que j'ai créé cette action,
la seule chose que j'ai à lui dire, c'est qu'en fait, ce workflow devient ce qu'on appelle une atomic action. Et donc, je vais le retrouver sur le côté où je pourrais réutiliser mon workflow dans d'autres workflows. Donc, il s'enrichit au fur et à mesure. Donc, le Straight Response, il faut les modules qui sont soit développés par Cisco, soit par la communauté, ou également un format ouvert qui vous permet, si vous avez des équipes ou un partenaire, de le faire. Et par contre, dans l'orchestrateur, eh bien, il est totalement ouvert. Vous n'êtes pas limité à ces modules. Certaines actions sont déjà préconfigurées, fournies par Cisco, fournies par la communauté, ou vous pouvez les définir vous-même au travers d'actions génériques. C'est très, très clair, ouais. Voilà. Hier, je me suis fait un workflow qui va questionner NumVerify, vous voyez, pour vérifier un numéro de téléphone. Bon, ben, je ne vois pas Cisco développer l'adapteur pour NumVerify, ou peut-être à la fin, mais pas dans les priorités. Ben, ça ne m'a pas empêché de le faire. Et comme je vous disais, YouTube, vous vous doutez bien que ce n'est pas Cisco qui m'a fait ma requête vers YouTube. Voilà. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais moi, j'en ai une autre. On n'a pas forcément abordé où était situé Securix. Donc, si on prend un Securix, c'est chez moi, c'est dans un cloud que je choisis, c'est le cloud de Cisco. Voilà. Alors, c'est hébergé dans le cloud Cisco. On a 3 plaques. On a une plaque Nord America, une plaque Europe qui est hébergée, si je suis correct, en Irlande, et une plaque en Asie-Pacifique. Donc, c'est une solution effectivement qui est hébergée dans un cloud Cisco. Bien sûr, c'est une instance qui vous est dédiée, privée, etc. Ce n'est pas le principe du cloud, hein, bien sûr. Et après, depuis Securix, le principe, c'est que effectivement, c'est des connexions qui vont venir du cloud. Donc, quand c'est pour des solutions qui sont aussi hébergées dans un cloud, bon, c'est très simple, hein, je dis où je l'attaque. Et quand c'est des solutions on-premise, on vient de sortir une petite virtual appliance qui est ce qu'on appelle un remote connector, qui en fait vous évite de mettre à disposition sur Internet vos ressources internes pour les joindre du cloud. C'est ce remote connecteur qui établit une connexion sortante permanente vers le cloud Cisco. Et quand je veux joindre une machine en interne, je passe par ce remote connector que je vais dire, cette target, en fait, je ne la joins pas en direct, je la joins en passant par le remote connecteur qui est chez moi. Est-ce que ça répond à ta question? Exactement. Merci beaucoup, Yvan. Voilà, alors on a atteint les 3 heures. Moi, j'ai quand même une dernière précision à faire. Donc, tu disais gratuit, donc c'est embarqué avec n'importe quelle autre solution de sécurité de Cisco. Donc, la liste de ces solutions de sécurité, vous la trouverez très facilement sur Internet où vous nous posez la question. Et alors, je ne sais pas si moi j'ai le droit de le dire, Yvan. Si vous n'avez aucune solution de sécurité, il y en a qui sont moins chers que d'autres. Donc, on peut très bien trouver 10 licences Umbrella, alors je ne sais pas si c'est par 10, mais qui vous permettront d'acheter ensuite, d'avoir le Securix gratuitement si vous n'avez pas de solution de sécurité Cisco. Voilà. On peut détourner un peu la chose. Moi, généralement, voilà, là, c'est toi qui le dis, c'est très bien, c'est pas moi. Mon intérêt, c'est que vous en preniez plus, bien sûr, mais c'est souvent ce qu'on fait, discuter avec le commercial. Voilà, même si un jour, vous êtes client réseau Cisco, eh bien, c'est très simple de rajouter une petite licence 50 endpoints, etc., dans une commande réseau qui vous donne accès à Securix. Voilà. On saura être imaginatif, Cisco comme Nomios. Très bien. Merci beaucoup, Yvan. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous n'avez pas osé poser la question. Ah, il y en a une qui arrive, justement. Et oui, y a-t-il des interconnexions avec les switches? Ouais, je pense que oui, mais tu vas répondre, Yvan. Oui, alors pas dans les modules Straight Response parce que les switches ne sont pas là pour faire de l'enrichissement d'intelligence, etc. Mais on peut bien sûr utiliser les switches dans les scénarios d'orchestration, soit dans les API, soit si c'est par exemple des choses un petit peu anciennes, les catalystes ou même des ASA firewall, ça se fait par rapport à une requête SSH et puis en utilisant un remote connecteur. Voilà. On peut, comme je vous dis, il n'y a pas dans la partie orchestration de limite théorique. La limite, c'est ce que je disais, l'imagination, voilà, et aussi réfléchir aux process qui sont intéressants à mettre en place dans mon environnement. Et une interconnexion avec DNA, ça existe déjà, ça va exister? Je ne saurais pas te répondre, là, c'est pas trop mon domaine. Ouais, voilà. Si Marc nous entend, voilà, on vous répondra, Joël. Voilà, comme vous l'avez dit, pas la réponse non plus.
Voilà, ma spécialisation, c'est vraiment voilà, tout ce qui est, on va dire, anti-malware, EDR, sandbox, investigation, etc. Mais je me doute pas, vous aurez la réponse. C'est vrai que DNA, ça permet de pousser à la volée des ACL ou des VLAN, et donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Non, Mais, non, non. Puis voilà, par exemple, sur Meraki, voilà, il y a des adapteurs Meraki pour pousser, voilà, changer les VLAN, des choses comme ça. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. mais je posais la question, Joël, et je reviendrai vers vous. Oui, à valider. À valider, ouais, tu valider. regardes, Marc, tu nous le dis. Merci. Oui, sans problème. Donc merci à tous, je vous envoie l'enregistrement. Et puis normalement, on vous fait suivre aussi les slides. Il faudra que tu me les envoies, Yvan, s'il te plaît. Oui, Même bien s'il n'y aura sûr. pas la démonstration évidemment dans les slides, hein, mais vous l'aurez dans l'enregistrement. Et n'hésitez pas à poser des questions, soit directement à Yvan, soit à moi-même, et je relèverai. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous. Au Merci à revoir et à tous. très Au bientôt. revoir.